Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du Dimanche, le premier numéro du mois de juillet. Nous sommes le dimanche 5 juillet. Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'Énergie, du Développement des énergies renouvelables, il a été plusieurs fois ministre. Il est le président de la République des valeurs, parti d'opposition. Bonjour Thierno Alassane Sall. Bonjour Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout mon plaisir d'être face à vous et face aux Sénégalais pour un échange que j'espère fructueux. Il est présenté comme un homme austère, la rigueur en bandoulière, tasse de ses initiales, ça tasse ou ça casse tout. Il nous dira ce qu'il en est, lui qui est le porte-flambeau de la République des valeurs. Valeurs de la République et ou République des valeurs. Thierno Alassane Sall nous dira également son choix. Le choix de l'un ou de l'autre, ou plutôt le choix des deux. Ancien ministre et compagnon de lutte du président Macky Sall, ce natif de Thiès au tempérament bien trempé est devenu l'un des opposants les plus virulents du régime auquel il a participé à bâtir avant même la victoire de 2012, mais aussi au lendemain de l'élection du candidat du Yonou Yokouté. Directeur général de l'ARTP, plusieurs fois ministre, Thierno Alassane Sall s'est illustré par un départ fracassant en 2017 du département de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Qui de lui ou du président avait pris l'initiative de la rupture? Mystère pour le commun des mortels sénégalais que nous sommes. Une certitude cependant, le dossier chaud de la compagnie pétrolière française Total a brûlé une relation politique de longue date. Thierno Alassane Sall, difficile de commencer par les temps qui courent une émission sans l'évocation d'une disparition. On apprend le décès de l'ancien ministre des Affaires religieuses du président Abdoulaye Wade, Mohamedou Bamba Ndiaye. Quel témoignage si vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je garde de lui le souvenir d'un homme engagé, aux convictions trempées. On pouvait ne pas être d'accord avec lui ou être d'accord avec lui, mais il avait ses convictions très trempées. Et c'est ça une vie, il faut assumer ses positions. Je voudrais aussi au passage saluer ça, présenter mes condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble des Sénégalais qui sont partis, soit du fait de la Covid, soit pour d'autres causes, dans ces moments extrêmement difficiles, et prier pour les autres et pour nous tous. Amin. Alors, Thierno Alassane Sall, vous êtes aujourd'hui le président du parti d'opposition République des valeurs, sans ressasser l'histoire de vos relations avec le président Macky Sall. Qui de vous ou du chef de l'État est descendu du chemin, pour ne pas dire de la voie, je fais allusion au Yonou Yokouté, que vous aviez tracé ensemble pour un Sénégal émergent? J'espère qu'au cours de l'émission, on pourra arriver à une conclusion sur l'état actuel du Sénégal. Et avec l'ensemble des sujets, j'allais dire, à scandale, pour ne pas utiliser un mot très usité, prouve à suffisance que les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Et qu'en l'occurrence, le bilan de Macky Sall est extrêmement sombre. Ce n'est peut-être pas mon souhait, soit dit en passant. J'aurais souhaité que Macky Sall réussisse et que le Sénégal fit des progrès considérables dans la voie du développement et du Yokouté. Parce que la victoire du Sénégal, c'est notre victoire à nous tous. La souffrance des Sénégalais ne peut laisser aucun d'entre nous normalement indifférent. Vous pourriez être comptable de ce bilan? Oui, en partie, oui, j'assume, comme dirait l'autre, le droit d'inventaire. Et on pourrait, sur certains sujets précis, y revenir. Mais j'ai été une voix, ça personne ne le contestera dans l'appareil de l'APR gouvernemental. J'ai été une voix à l'intérieur qui a toujours dit ce qu'il a pensé. Et je me souviens qu'on s'est retrouvés en d'autres circonstances, dans une autre émission, Les Affaires de la Cité. Vous avez fait à peu près le même portrait de moi. Et j'avais répondu qu'on ne peut pas exécuter des ordres manifestement illégaux. Ça, c'est un principe de vie. Et je vous avais ajouté que même dans l'armée, qui est
le système, l'organisation par essence, où on exécute les ordres sans commenter, on ne peut pas exécuter des ordres illégaux. A fortiori, dans une organisation politique où, comme vous dites, je suis comptable. Le soldat qui exécute des ordres n'est pas comptable, sauf s'il viole la loi. Et nous, politiques, nous sommes comptables. Justement. Oui. Personne parmi les gens qui sont à l'intérieur ne contestera que chaque fois que de besoin, j'ai eu à dire ce que je pense. Donc oui, j'assume le bilan à ces réserves près. Sur quoi vous êtes-vous opposé au président Macky Sall? Sur les valeurs, sur les vices, sur la loi, sur quoi? En résumé, on peut dire oui sur les valeurs parce que les vices de la loi, quand ils relèvent de choix délibérés, comme on le verra sur les décrets qui ont été signés en pleine pandémie, les faux décrets, comme ces distributions de terres qui ont le vernis de la loi, mais qui au fond violent la loi, ou comme ces contrats. Donc quand on y reviendra, c'est les valeurs, ça reflète les valeurs et les convictions profondes des individus. Quand c'est persistant, vous avez parlé des contrats pétroliers. En réalité, et on aura l'occasion peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'histoire dira ce qu'il a été des contrats pétroliers. En particulier du contrat Timis. Je vous ai dit quand on s'est rencontrés la première fois après ma démission qu'il ne s'agissait pas que du contrat Total, qu'il y avait peut-être 2 mois ou 3 mois de discussions âpres sur des contrats, dont le contrat Total qui a été la goutte d'eau de trop. Oui, l'opinion a retenu le contrat Total. Oui. Mais est-ce que l'histoire ne vous a pas donné tort quand après on se réveille pour nous dire Total finalement a fait des recherches qui sont revenues infructueuses sur le champ tortue, si je ne m'abuse? Mais non, mais c'est ça le malheur d'un pays où les gens cherchent toujours à se faire l'avocat du diable. Les conditions dans lesquelles Total a obtenu le contrat sont illégales et en plus injustes, mais véritablement asymétriques pour les intérêts du Sénégal. Ceci étant, que Total ait trouvé ou pas, personne ne garantissait que Total allait trouver ou allait pas trouver. Là n'est pas le problème. Mais s'ils avaient trouvé, on n'aurait rien eu de notre pétrole. À la limite, qu'ils aient trouvé, qu'ils n'aient pas trouvé, ne change pas significativement quelque chose pour le Sénégal, dans les conditions où le contrat a été signé. Oui, mais pour une certaine opinion, c'est pour vous relancer. Pour une certaine opinion, les conditions dans lesquelles vous avez quitté le gouvernement pourraient être interprétées comme une sorte de faveur, mais indue, accordée à Total, alors qu'il y avait quand même une dimension incertitude. Il fallait rechercher pour être sûr qu'on allait trouver. Mamoudou, dans tous les contrats pétroliers, il y a une incertitude. Tous les contrats au monde, miniers, etc., ça s'appelle bien contrat de recherche. Ce n'est pas un contrat de production ou d'exploitation. On peut trouver, puis confier à une société la production et l'exploitation. Ça s'appelle CRPP, contrat de recherche et de production, de partage des hydrocarbures. Donc, vous recherchez avec le risque, c'est inclus, c'est une dimension incluse dans le contrat, dans la loi, dans tout, qu'il y a un risque qu'on ne trouve pas. Si c'était certain qu'on allait trouver, est-ce qu'on aurait besoin de Total? Dans ces conditions-là, si on était certain qu'il y a du pétrole, pourquoi on aurait cherché Total? Pourquoi on n'aurait pas exploité de nous-mêmes? Mais je me demande, ceux qui disent ça, la mauvaise foi ne peut pas être plus totale. C'est le cas de le dire. Et on ne peut pas être aussi anti-sénégalais que j'ai vu un papier dans une presse qui se réjouit, qui m'accablait en disant « Oui, Thierno avait dit ceci et puis on n'a rien trouvé ». Mais la mauvaise foi ne peut pas être plus totale. Parce qu'il s'agit de dire aux gens, vous prenez le risque de chercher. Et tout le monde sait que de 60 à nos jours, jusqu'à 2014, on cherchait, les sociétés venaient, cherchaient, ne trouvaient rien. Mais pour autant, on ne leur donnait pas dans les conditions aussi avantageuses pour Total et aussi désavantageuses pour le Sénégal que le contrat qu'on a signé en 2017. Ça doit être très clair. De 1960 à nos jours, on a cherché, on n'a rien trouvé, et pourtant les sociétés revenaient demander. Et quand elles demandent, si elles ne trouvent pas, elles s'en vont, d'autres viennent redemander le même bloc,
et on exige les mêmes conditions qu'on avait exigées aux autres. On ne fait pas de rabais. Deuxième chose, il n'est pas dit définitivement qu'on ne trouvera pas. Dans le bloc de Sangomar, on a trouvé du pétrole. Dans le bloc de Kayar, on a trouvé du gaz ou de Saint-Louis offshore. Beaucoup de sociétés sont passées depuis 1900, depuis les années 47, ils n'ont rien trouvé. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux, de manière précise, dans le contrat avec Total, comme avec les autres que vous avez évoqués tout à l'heure, et dont on n'en a pas suffisamment parlé? En un mot comme en mille, il faudrait 2 émissions ou 3, mais je pense que le moment viendra. Total a d'elle-même écrit le contrat et dit au Sénégal, vous signez ici. Alors que tous les autres contrats antérieurs étaient beaucoup plus favorables que ce que proposait Total. Pourquoi il y aurait eu l'exception Total? Et les classements faits, parce qu'il y avait plusieurs offres, les classements faits faisaient de Total bon dernier si on excluait une offre qui ne pouvait de toute façon pas être recevable, ou avant-dernier si on retenait cette offre-là. Pourquoi il y aurait eu l'exception Total? Et ça, il faut le demander à Macky Sall, qui a signé. Il faut le demander au président Macky Sall. Pourquoi il y aurait eu exception Total? Pourquoi on avait plusieurs offres et on a pris la pire, la plus insultante. Vous étiez ministre de l'énergie. Oui, je sais, je vais répondre en d'autres temps et en d'autres lieux, mais je dis, il faut demander à Macky Sall, mais ce que je sais, moi, de science certaine, vous imaginez, Mamoudou, vous et moi assis, on a eu toujours la plus extrême courtoisie entre nous, je ne vous ai jamais manqué d'un mot. Vous m'imaginez, moi, dire au président de la République que ce que vous faites n'est pas légal, par le plaisir de le faire et sans argument. Mais attendez, que les gens qui sont payés pour dire autre chose disent ce qu'ils veulent. Mais nous, on est droit sur notre chemin. Et on est tranquille quand on dort. Alors, il a fait état de manipulation à un moment donné de certains acteurs de l'opposition, de la société civile, pour agiter cette histoire, on s'en rappelle, de scandale à 10 milliards de dollars. Que répondez-vous? Moi, j'ai reçu la BBC chez moi. Parce que c'est des journalistes. Comme vous m'avez invité, je suis là. Personne ne m'a manipulé. Ils ont eu mon contact, je ne sais quoi. J'ai dit ce que je pensais devoir leur dire, avec les réserves que je dois dire. Je suis un homme libre et je ne réponds pas des autres. Mais en l'espèce, si accusation il devrait y avoir, ce n'est pas vis-à-vis des gens qui ont essayé de dénoncer un scandale avéré. Parce que ça aussi, c'est des détournements de diversion, j'allais dire, quoi. Le fond du problème, c'est pourquoi il y a eu Timis dans le gaz sénégalais, dans les hydrocarbures du Sénégal. Pourquoi Total a obtenu le contrat dans les conditions dans lesquelles elle l'a obtenu. Et vous vous souviendrez par exemple des fables que les gens racontaient en disant « ouais, ils voulaient donner à Cosmos, etc. » alors que Total est plus puissante et que... Or, ces mêmes gens qui le disaient cachaient délibérément qu'il y avait un consortium BP et Cosmos qui donc, BP seul, était plus grosse, ou en tout cas égale à Total, et qu'elle était adjointe de BP dans un consortium. Et que leur offre était de loin, et ça, j'aurai l'occasion de le prouver, était de loin meilleure que celle de Total. C'est mathématique, c'est prouvé, c'est scientifique. C'est ça, c'est à cette question qu'on doit répondre, plutôt que de dire oui, bon, oui, pendant que le but était marqué faux ou pas faux, dehors il y avait une vendeuse de cacahuètes qui... Ça, c'est les... Vraiment, c'est les à côté de l'histoire. La vraie question que l'histoire ne manquera pas de se poser, pourquoi le rapport de l'IGE
a établi de manière claire et que jusqu'à aujourd'hui, la justice prétend que ce rapport n'existe pas. Parce que si elle ne prétendait pas qu'elle n'existe pas, la justice prendrait pour point de départ ce rapport. Voilà le fond du problème. Thierno Alassane Sall est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV. Il est le président de la République des valeurs. Le pétrole, vous avez été ministre de l'énergie. Est-ce que les compagnies pétrolières ont tendance à venir avec des mallettes d'argent pour obtenir des faveurs? Toutes ces choses-là, les compagnies pétrolières ne sont pas des anges. Lisez l'histoire de toutes les compagnies pétrolières jusqu'à nos jours. Elles ont été à l'origine de beaucoup de guerres. En Angola, beaucoup d'argent a circulé. Dans les deux camps d'ailleurs, pour armer les deux camps. Vous lisez Loïc Lefranc-Préjean au Congo, vous avez vu qu'il a armé les deux camps. Qu'il y ait une exception au Sénégal m'étonnerait. Mais moi, personnellement... Venir avec de l'argent dans le bureau d'un non, ministre, pas dit, ça ne se passe pas comme ça. Non, les mallettes, ça ne circule pas comme ça. Les gens sont plus sophistiqués, plus raffinés que ça. On est dans le monde de l'électronique. Vous-même, vous avez tout dans votre... Les choses se passent de manière plus raffinée que ça. Conséquence de la crise de la Covid-19, les premiers barils de pétrole vont venir un peu plus tard. Le président de la République parle d'une année à 2 années. Est-ce que cela veut dire que, selon vous, cette perspective de voir le Sénégal devenir un pays producteur de pétrole et de gaz va de plus en plus s'éloigner? Ou vous pensez encore que ce pays a un avenir pétrolier et gazier? Oui, c'est certain que les ressources vont être exploitées un jour ou l'autre. Maintenant, quand et comment? Il faut savoir que dans l'association qui décide des investissements, des programmes, des opérations, etc., le Sénégal est présent par Petrosen à hauteur de 10%. L'absence d'indépendance, c'est pourquoi moi, dans l'espèce, quand on revient pour revenir sur l'affaire de Total, j'avais dit, on ne donne pas à Rufisque Offshore Profond. On attend d'avoir de l'expérience et des ressources pour exploiter à 100% nos propres réserves. L'Algérie le fait. Et l'Algérie l'a fait en 1963, malgré les accords d'Évian de 62 qui disaient que jusqu'en 70, on ne touche pas. En 63, ils ont imposé de retoucher les accords. Et ils ont repris possession de leur indépendance. Nous, malheureusement, 60 ans après l'indépendance, on célébrait les 60 ans de l'indépendance, on est incapable de prendre des décisions stratégiques. Et vous pensez que là, c'est l'occasion finalement de tout reprendre? Non, avec cette opportunité de décalage un peu des premiers barils et des premiers mètres cubes de gaz. Les contrats qu'on a signés, c'est si on veut monter, on monte à 20%. Mais là, les 10 autres % supplémentaires, on va apporter les financements nécessaires. Ce qui peut ne pas être lourd, mais en aucune façon, on ne pourrait avoir une voix maintenant prépondérante dans l'association, puisque par exemple, si vous prenez le bloc de Sangomar où il y a le pétrole, il y a Kern, il y a Woodside, il y a Phare et il y a le Petrosen. Mais cette décision, elle se fait au prorata des capacités de chacun, des voix de chacun, dans une association régie par un texte. Et la voix du Sénégal est minoritaire. 13 pour 10%. C'est comme ça. Mais est-ce que votre conviction, c'est que ces barils vont tomber en 2023, en 2024, ou vous n'y croyez plus? Nous sommes entrés dans vous êtes dans l'hypothèse optimiste ou l'hypothèse pessimiste? Ce qui se passe ici dépend de ce qui se passe dans le reste du monde. Or, nous sommes entrés dans un monde d'incertitude. Et tant que les gens n'auront pas une visibilité, ils pourront faire des prévisions, mais on ne peut pas savoir. Donc, nous sommes soumis aux aléas du marché mondial. Même quand on parle d'1 an, de 2 ans, vous n'y croyez plus? Ce n'est pas que je ne crois pas. Je voudrais bien savoir sur quelle base les gens se sont fondés pour dire 1 an, 2 ans. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une incertitude telle que ni BP, ni Total, ni les grandes compagnies ne peuvent vous dire de manière certaine ce qui se passera dans 6 mois, encore moins dans 2 ans. Revenons à la loi, puisque nous étions partis de ça, votre opposition au président Macky Sall, la loi, les vertus, les vices, la loi. Le décret, double décret, 2020-964 du 17 avril 2020 portant honorariat
au niveau du Haut Conseil économique, social et environnemental. Après, il y a le décret 976 du 21 avril 2020. Vous avez saisi la Cour suprême en sa chambre administrative pour demander leur annulation. Pourquoi cela vous scandalise tant? Bon, parce que d'abord, nous considérons que le premier décret publié est un décret signé des mains de M. le Président de la République jusqu'à preuve du contraire. Le premier décret, c'est-à-dire? Le 964 publié le 17 avril 2020 et qui circulait dans les réseaux sociaux le 14 mai, comme a dit le communiqué de la présidence. Moi-même, j'ai fait un tweet où je l'ai affiché. Oui, la présidence a dit que ce décret était faux. Oui, je viens. Nous considérons, nous, que c'est jusqu'à preuve du contraire, que c'est le bon décret qui avait été signé. Et je vais m'évertuer en 2 minutes de le démontrer. D'abord, personne au monde n'oserait imiter la signature du président de la République sans que ce pays soit mis sens dessus-dessous par la DIC, la section de recherche et autres. Personne. Vous avez vu qu'ils ont fait comme si de rien n'était. Deuxièmement, et personne n'avait intérêt... Nous sommes dans un monde de fake news. Hein? Non, mais attendez, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais quel mobile? Le mobile, c'était accorder des avantages à une ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, ad vitam aeternam, qui a intérêt à créer ces fake news. Mais ce n'est pas le seul élément de factuel. C'est que une semaine après, le jour de la Korité, nous avons vu un des membres, avant d'y arriver, quand il y a eu le démenti de la présidence, comme ils nous ont habitués à des démentis de mauvaise foi, parce qu'il y a eu le démenti sur le rapport de l'IGE, nous avons dit publier ici et maintenant le décret. Ça ne doit pas être difficile. Un décret qui a été fait le 17 avril 2020 devrait être publié dans les journaux officiels le plus tôt possible. Et il y a eu des journaux officiels qui sont passés entre-temps. Par exemple, le 29 avril. Le mercredi 29 avril, il y a eu publication du journal officiel d'un décret 976. Nous y reviendrons. Pourquoi le décret 964 n'a-t-il pas été publié jusqu'au mois de mai où nous, on a dit qu'il y a un décret qui a été publié. Alors, nous avons dit le démenti là, s'il était un démenti, il publierait immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a à cacher un décret qui existe? 964, on savait à ce moment que le 964 existe puisqu'on avait sorti nous-mêmes le 965. Quand j'ai publié un tweet avec le 964, j'ai dit voilà le 965 qui a été lui publié au journal officiel. Voilà le 976. Donc le 964 existe. Publiez-le. Ils ont été incapables de le publier parce qu'à ce stade-là, surpris dans la nuit, ils étaient dans l'incapacité de sortir autre chose que le décret qui donnait des indemnités à la personne. Une semaine après. Qu'attendez-vous de la Cour suprême aujourd'hui? Démonstration. Parce que la Cour suprême, c'est autre chose. Une semaine après, il y a un monsieur qui s'est présenté devant tous les Sénégalais en brandissant un autre décret, en disant voilà le vrai décret 964. Mais en expurgeant tout ce qui est régime indemnitaire. Mais ce qui est curieux, M. Yahambaye, pour ne pas le nommer, directeur général du Soleil, qui n'avait aucune qualité en cela. Ce même décret reprend beaucoup de fautes, dont un vice fondamental, le visa, le deuxième visa qui fait référence à la loi constitutionnelle de 2016, ou 2012 plutôt, la date était fausse. Et nous avons fait des recours et des requêtes devant la Cour suprême en disant, mais non, bon Dieu, nous sommes dans une république organisée, obéissant à des lois, un décret doit être publié, ne doit pas être secret, c'est ça la loi. Et donc, nous demandons de dire au président de la République de faire publier le décret 964. Ensuite, pour vous, c'est ça le vrai décret, le bon décret? Non, de publier le décret 964. Oui. Celui qu'on considère le bon qui donnait des régimes indemnitaires. Et nous avons aussi dit, il faut se prononcer sur le fond. Ça, c'est
sur j'allais dire la forme, il faut qu'on sache sur quel décret, mais le 976 qui nomme Madame Aminata Tall présidente honoraire Conseil économique, social et environnemental. Le 964 ne donnait que les indemnités, etc., mais était impersonnel. On dit, mais ce décret, il vise le 964 dans ses visas. Mais ce décret, donc, de 976 est de facto illégal. Il est important que les auditeurs comprennent que nous sommes dans une république où les gens se jouent de tout. C'est pourquoi je vous demande, qu'attendez-vous de la Cour suprême pour résumer un peu? Oui. Suprême pour résumer, oui. C'est que, on publie le vrai décret. Il se trouve que le 19 juin, 2 mois après l'établissement de ce décret 964, le 19 juin, le journal officiel a publié le décret 964, cette fois en rectifiant l'erreur du décret de Yakham Mbaye et du premier décret, tous les deux portant la signature du président de la République. Et vous savez très bien que Yakham Mbaye ne va pas sortir de Anne là-bas avec un décret qu'il a fabriqué de lui-même, avec la signature imitée du président de la République. Il y a un troisième décret qui rectifie les erreurs dans les 2 premiers décrets et qui redresse tout et qui sort par miracle 2 mois après, et après le décret de nomination nous attendons de la Cour suprême donc que la loi et le droit soient dits et que la Cour suprême du Sénégal, comme toutes les institutions du Sénégal, soient à l'égal de ce qui s'est passé au Malawi. Xam nga Sénégal, on nous a habitués à la facilité, à la médiocrité, à l'injustice, à la déliquescence, au point où on n'ose même plus espérer que les choses les plus évidentes, les plus patentes soient jugées normalement. Malawi, des juges ont dit au président, vous avez fraudé aux élections. On annule. Ici, les faux et les fraudes se passent de manière patente, manifeste, etc. Rien n'est fait. Ça aussi, c'est une des décadences de notre République. Il n'y a plus de valeur. Au-delà du vrai et du faux en ce qui concerne ces décrets, il y a l'enjeu des avantages. Il a été fait cas de 4,5 millions de salaires accordés aux anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, 1000 litres de carburant, véhicules de service ou de fonction. 500 litres. 500 litres, etc. Vous avez la certitude que ces avantages leur sont accordés aujourd'hui? De toute façon, moi je connais comment fonctionne le régime. C'est pourquoi certains sont très portés à aller crier sur les médias pour obtenir des avantages. C'est un régime de partage du maigre gâteau sénégalais. D'une manière ou d'une autre, ils trouveront les moyens de donner la compensation qu'ils trouvent juste à celle pour qui ils destinaient cette compensation, pour qu'elle libérera son siège, pour qu'une autre personne puisse s'y installer. C'est malheureusement, et on le verra sur le foncier aussi, oui, la mentalité des dirigeants. Vous ne dites pas que ces avantages sont accordés, vous êtes prudent. Le décret sur lequel se fondaient ont été retirés, mais ils trouveront des mécanismes pour régler leurs problèmes, régler leurs soucis de fin de mois. Parce que vous voyez par exemple, pendant cette pandémie, on nomme des présidents de conseil d'administration qui ont 7 millions par mois. Vous savez, le président du conseil d'administration, il travaille combien de fois par mois? Les conseils d'administration qui se réunissent le plus fréquemment se réunissent 1 fois par 3 mois. Le président, il peut aller dormir à Bokidjawe ou à Salémata. Si vous parlez de mon village. Oui, mon village. C'est bien Bokidjawe. Oui. Ou à Paris. Ou chez vous. Ou chez moi. Ou à Thiès. Oui. Ou aux Parcelles. Oui. Allez dormir à Thiès, il y en a un, effectivement, qui a été nommé. Et venir 1 fois par 3 mois, signer, comme on le verra sur certains contrats, signer des choses sur lesquelles ils ne comprennent rien et empocher 7 millions. Pendant ce temps, la plupart de nos hôpitaux, au moins 30 à 40% du personnel, c'est des vacataires qui sont payés au lance-pierre quand les recettes des différentes prestations auraient été rassemblées.
qui n'avancent pas, qui n'ont pas de congé. Des médecins sont très mal payés dans ce pays, des professeurs de médecine qui risquent leur vie. Et vous avez des mandarins, une caste de mandarins qui dort et qui gagne de l'argent. Le chef de l'État a annoncé une récession économique avec un taux de croissance de 1,2% dans le meilleur des cas. Quelle réflexion vous inspire finalement la gestion de la pandémie de Covid-19 par le gouvernement qui vient de lever en même temps l'état d'urgence et le couvre-feu? De toute façon, s'il y avait un contexte pour révéler davantage la personnalité du président qui nous dirige, la situation de crise serait un bon prétexte, un bon contexte. Les véritables hommes d'État se révèlent dans les situations exceptionnelles et nous en vivons une. Et personne ne peut, les Sénégalais dans la rue, tout le monde dit que Macky Sall daf ñu bàyyi microbe bi. Il nous a abandonnés, comme je l'ai dit, le 11 mai déjà, quand il avait décrété un certain nombre de mesures, l'ouverture des lieux de culte, la fin de l'ouverture de etc. Je dis, Macky Sall fait comme Ponce Pilate. Il dit, je vous laisse avec votre microbe, je m'en lave les mains. Le 11 mai, après son discours. Parce que, voyez-vous, cette pandémie... Le fait qu'il se soit mis en quatorzaine ne contredit pas ce que vous venez de dire? Mais ça conforte, puisqu'il s'est reclus chez lui, il se met en quatorzaine, et le peuple n'a qu'à se débrouiller. On peut d'ailleurs, par parenthèse, voir la rationalité et la cohérence dans la démarche. 2 jours avant, il était allé présenter des condoléances quelque part, mais il sait que comme il aime cet exercice-là, ce qui n'est pas mauvais en soi, il va devoir s'y replier. On a dû lui dire, vous avez fait une mauvaise chose, parce que vous devrez aller ailleurs et ailleurs dans ce contexte. Il est en quarantaine, ça lui a privé. Tous les événements qui sont succédés, ça l'a mis en quarantaine pour ne pas devoir y mettre les pieds. Mais ce n'est pas là le fond du problème. Le fond du problème, c'est que vous vous souvenez de Ebola. Vous vous souvenez que même avant Ebola, H1N1, etc., tous les spécialistes du monde avaient dit il y a des crises qui vont frapper le monde, dont les plus graves peuvent être des pandémies. Je me souviens d'un discours d'Obama en 2014, où il disait il faut qu'on aille en Guinée aider les gens, parce que si on n'étouffe pas le mal là-bas, il va venir chez nous, puisqu'on est dans un monde interconnecté et que l'avion est un vecteur de transmission. Et il avait dit il faut qu'on construise les infrastructures, qu'on forme les hommes, qu'on mette en place des procédures, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire après, et qu'on prépare les équipements pour que quand il y aura une autre pandémie, elle viendra du genre, on a eu la chance, il dit avec H1N1, on a eu la chance avec Ebola, mais les autres pandémies viendront. Celui qui avait découvert Ebola a dit en 2018, il y aura Ebola, il y aura les pandémies. Ebola, ça s'est passé à côté de nous. Quelle leçon en ont-nous tiré? Aucune. Pendant tout le premier... Que le gouvernement est responsable et coupable de n'avoir pas prévu coupable. J'allais un virus qui est décrit comme étant imprévisible. Personne ne peut dire. Tous ceux qui se sont préparés, tous ceux qui se sont préparés ne pouvaient pas savoir la forme exacte que viendra. Qui s'est préparé finalement dans ce monde? Il y a des pays qui sont préparés, mais il y a des pays qui sont préparés. Singapour n'ont pas trop été surpris. On ne peut pas savoir la forme que revêtra la pandémie. Mais ils avaient les équipements, ils avaient les outils électroniques, l'infrastructure dont parlait Obama là. Ils avaient les procédures que s'il y a une maladie contagieuse ou une pandémie qui arrive, dans son discours de 2014, Obama a même rappelé la grippe espagnole de 2017. S'il y a une pandémie qui arrive avec des maladies contagieuses, etc., il nous faut des équipements pour protéger d'abord les personnels en première ligne, il nous faut des masques pour protéger les populations, il nous faut des procédures pour pouvoir tester les gens, les tracer, les isoler. Singapour était préparé. Ils étaient au cœur de la tempête, à quelques encablures de la Chine. Taïwan s'est préparé. La Chine même était prête. Mais il y a des pays comme la France qui n'étaient pas prêts. Les États-Unis, le président a viré toute l'équipe qui était à la Maison-Blanche qui s'occupait de ça. Le bilan que vous faites de la gestion du Sénégal, de cette pandémie, est un bilan négatif? J'arrive. Oui. Pendant le premier mandat de Macky Sall, est-ce qu'on a construit un seul hôpital? Même le CROUS dont on parle là, c'est les Américains qui nous ont aidés justement pour pouvoir mettre à travers le monde des endroits où ils surveillent ce qui se passe.
Est-ce que nous, on a construit un seul hôpital? Comment se présente le bilan? Le bilan est négatif. Ah oui? Il est très catastrophique. Parce que d'abord, comme je dis en amont... les médecins ne risquent pas de vous en vouloir? Non, ce n'est pas un problème de médecins. Oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le 3 mars, c'est les chiffres de Macky Sall, hein? C'est les chiffres du président de la République. Le 3 mars, les statistiques ont un sens. Il dit, le 23 mars, c'est lui-même qui le dit dans son discours dernier, là, du 29. Il y avait 79 malades. Il y avait 8 guéris. Il y avait 0 décès. Au moment où il parlait le 29 dernier, il y avait 6698 malades. Il y avait 4300 guéris. Il y avait 108 décès. Et il y avait 2200 et quelques sous-traitements. Ça, c'est... Si on avait mis en place des procédures qui marchent, on n'aurait pas une croissance aujourd'hui exponentielle, mais surtout le plus grave, c'est qu'on ne sait même plus où est le mal dans le pays. Mais je voudrais insister sur un fait, pour me dédouaner... Non, je voudrais insister sur un fait, parce que sinon... Vous dédouaner? C'est pas pour me dédouaner, pour préciser ce que vous avez dit tout à l'heure. Les médecins. J'ai dit, non, les médecins n'ont même pas eu les équipements nécessaires. Quand la première vague est arrivée, j'ai lu un syndicaliste dans la presse, je peux le citer, Cher Sec, il s'appelle, c'était dans le Sud, il dit, nous sommes 900 dans notre hôpital, nous avons reçu 700 masques. C'est comme si nous devions porter un masque pendant toute la pandémie. Les infrastructures n'étaient pas prêtes, les formations n'étaient pas disponibles, les équipements n'étaient pas disponibles, les ressources humaines. Vous savez que la plupart de nos hôpitaux manquent cruellement de médecins et de lits. Et en même temps, on manque... Mais le président a mis combien dans un centre comme Abdou Diouf? Il voulait, au moment où la maladie éclatait, et pendant que la maladie était en Chine, dire on va construire un stade de 150 milliards pour les Jeux de 2020. Non, on n'était pas prêt. Et le meilleur 2022, oui. Le meilleur fantassin, le meilleur soldat, vous ne lui donnez pas des équipements, vous ne lui donnez pas les munitions, il ne peut pas se battre. Très bien. Alors, Thierno Alassane Sall... Nous avons été les premiers à écrire un texte pour saluer les médecins, et je salue le corps médical, pas seulement les médecins, l'ensemble du corps médical, oui. Qui a été d'une très grande mobilisation. Mais ce qui est inquiétant, parfois on entend certains d'entre eux, j'ai vu un d'entre eux à la télé dire on laisse le politique assumer, il a des informations telles qu'on n'a pas, etc. Mais en privé, la plupart d'entre eux disent que la situation est hors contrôle. Que si on ne peut pas tester de manière systématique, l'OMS a dit qu'il faut tester, depuis le 23 mars, ils ont dit il faut tester, traquer les gens, les isoler. Mais si on teste que les cas symptomatiques, comme ils ont décidé dernièrement là, ça c'est encore plus grave, parce qu'on n'a pas les ressources. On va y aller un peu plus vite. Thierno Alassane Sall, invité du jury du dimanche, e-radio ITV. Alors, le président Macky Sall décrète un semestre de travail acharné, annulation des vacances gouvernementales, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il annonce une récession économique. Vous en pensez quoi? Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. De toute façon, lui, on ne l'a pas vu au travail. Comme je disais, les vrais chefs de guerre, partant de guerre, même en prenant des risques, ils vont saluer les personnels soignants et ils les encouragent. Ils vont vers les gens de l'école polytechnique qui ont dit que nous avons découvert comment on fabrique les respirateurs et ils essaient de les encourager. Ils rencontrent les forces vives de la nation pour les secouer. Il descend dans les champs. Vous savez quoi? La Chine et l'Inde sont des pays aux activités très ralenties et dont nous dépendons beaucoup pour l'approvisionnement en ressources vivrières. Personne ne nous dit que sera la situation en 2021 pour les ressources. La FAO parle déjà de hausse, de flambée des prix, du sucre, de l'huile, des huiles végétales. Oui, donc le président, on devrait le voir dans les champs. Vous doutez une crise alimentaire là? Ce que je dis, c'est qu'on devrait profiter de cette saison des pluies pour s'assurer que les paysans ont tous l'engrais, que chaque parcelle arable cultivable, on est en train de la mettre en valeur pour maximiser nos chances de récolte suffisante
en céréales et autres et ne pas dépendre de l'extérieur. Oui, mais sauf que l'investissement sur l'agriculture est passé de 20 milliards à 60 milliards. Est-ce qu'en annulant les vacances gouvernementales, tout cela ne signifie pas que le gouvernement a peut-être pris conscience de la gravité du problème? Vous êtes une personne très cultivée. Je sais que vous me posez des questions pour me secouer, mais vous-même, vous ne vous lassez pas de répéter ces chiffres-là. Les gens nous ont dit autosuffisance alimentaire. Vous parlez de 60 milliards, on a mis des centaines de milliards. En 2017, vous étiez au gouvernement. 2012, oui, j'étais au gouvernement. Oui. 2012, on a commencé. On a dit autosuffisance alimentaire. On a importé pour combien de milliards de tracteurs? Rien que pour les tracteurs, on est pour 50 milliards peut-être. Les motopompes, les aménagements, les semences sélectionnées. On nous a donné rendez-vous 2017. Et c'est que monsieur a été incapable de faire en 8 ans, il veut le faire en 6 ans dans des conditions où le pays est sens dessus dessous, où les gens ne croient même plus à sa parole. Même pas seulement à ses paroles, mais à ses textes, à ses décrets. Vous pensez qu'il peut mobiliser quelqu'un ici dans ce pays-là? Il ne faut pas rigoler. Attendre que la saison de pluie soit installée pour nous parler de 60 milliards. Ça prouve que ce n'est même pas sérieux. C'est dès le mois de janvier, février, quand on voyait la pandémie et les conséquences, qu'on aurait dû mobiliser toutes les ressources nécessaires et préparer toutes les surfaces. Ce n'est pas maintenant que ça pleure. Vous avez des solutions de sortie de crise, vous? Je ne suis pas aux affaires. Les solutions de sortie de crise, au fur et à mesure que ça se présentait, je vous ai envoyé des tas d'écrits qu'on a fait au fur et à mesure pour dire au président de la République, voilà ce qu'il faut éviter de faire. Par exemple, le 23 mars, quand il faisait un discours, on a fait un texte avant pour dire, voilà les difficultés qui nous attendent, les hôtels sont fermés, etc., etc. Les envois de l'extérieur vont être difficiles. Il ne faut pas faire l'erreur de reproduire à l'identique les solutions de la France, des États-Unis ou ailleurs. La première chose qui était faite, et on l'avait dit, nous, écrit, c'est d'abord de mettre en place à l'entrée des procédures très draconiennes et d'isoler les gens qui arrivent dans le pays qui sont potentiellement porteurs, de les tester et de laisser le pays ouvert. Certains pays l'ont fait et ils s'en portent très bien parce que l'économie n'était pas en sens dessus-dessous. Deuxièmement, donc tracer les gens dès l'aéroport. Quand on l'a dit, banalisation. Il était plus facile de tracer les gens parce que le virus ne pouvait venir que de l'extérieur, oui, que de vouloir mettre sous cloche tout le pays. Après, quand c'est arrivé, que les gens commençaient à entrer dans le pays sans qu'on sache où ils vont, on a dit fermer les frontières. Ils ont fermé, mais on leur a dit attention. 85% du pays, c'est de l'informel. C'est des gens qui vivent au jour le jour. Vous ne pouvez pas les empêcher d'aller et venir comme ça. Sans. Ils les ont empêchés d'aller et venir, les transporteurs, etc., les tailleurs. Mais le résultat est qu'il a été obligé par les événements d'ouvrir sans autre solution, sans plan B. Très bien, on va... Oui, justement, ouvrir les frontières, fermer les frontières. Aujourd'hui, le débat, c'est l'espace Schengen de l'Union européenne qui est fermé à plusieurs pays, exception faite de 4 pays africains, même si l'Union européenne, par la voix de son ambassadrice au Sénégal, a précisé que le Sénégal n'était pas concerné pour la bonne et simple raison que le Sénégal a prévu d'ouvrir le 15 juillet les vols intercontinentaux. Est-ce que, finalement, c'est une bonne ou une mauvaise décision que certains pays africains, dont le Sénégal, aient décidé d'appliquer le principe de la réciprocité? Là n'est pas le problème. La réciprocité, c'est n'angay fayou. De mauvais cœur, ce n'est pas de mauvaise grâce parce qu'on n'a pas d'autre solution. Mais vous savez quoi, on va vers un monde très dur. L'Union européenne et le Canada ont refusé l'accès à des citoyens américains. Ils feront pas. Parce qu'en Amérique, c'est la catastrophe aussi. Hein? Mais on est bien d'accord. Oui. La gestion de cette crise aux États-Unis, c'est une vraie catastrophe. On le constate tous. Oui. Je veux dire, les pays africains qui ne répondront pas aux critères qu'ils vont définir, parce que chez nous aussi ça monte, on ne sait pas où on va. On prie que ça n'aille pas plus loin. Mais les pays qui ne répondront pas aux critères qu'ils vont définir, de toute façon, seront exclus. Donc, nous devons... Est-ce que ces pays aussi ne doivent pas définir leurs critères? Mais bien sûr, mais nous n'avons aucun intérêt, nous. Le tourisme nous vient de ces pays. Nos échanges principaux, dans la situation actuelle où on n'a pas, depuis 60 ans, créé les conditions d'une véritable indépendance économique, d'une véritable indépendance tout court, tout nous vient de ces pays-là.
Même vous voyez le bac qu'on fait. Il ne faut rien faire. Non, je n'ai pas dit qu'il faut rien faire. Ça, non, j'ai dit qu'il rien faut changer. Non, j'ai continuer à être dépendant. Vous voyez bien que je le constate et que je le regrette et que je me bats dans la Il faut continuer à être dépendant. C'est peut-être votre point de vue. Non, je pose une question. En ce qui me concerne, je pose un constat et je dis nous n'avons rien fait depuis 60 ans pour être dépendants. C'est pourquoi il faut avoir notre capacité de production alimentaire. Quand les gens disent les polytechniques disent qu'il faut faire des respirateurs, il faut aller voir, il faut créer notre résilience propre. Il nous reste 3 minutes. Thierno Alassane Sall, c'est une émission qui va très vite, c'est 50 minutes. On va parler de la transparence des corps de contrôle. Il y a eu une loi d'habilitation. Il doit y avoir une loi de ratification de l'Assemblée nationale. Il y a également d'autres corps de contrôle. La dimension transparence dans le contexte actuel, comme dans un contexte global, vous inspire quelle réflexion? Je pense que dans ce pays, il y a quand même des drames assez importants qui montrent d'abord qu'il n'y a aucune transparence et qu'on ne peut pas compter sur les corps de contrôle. Et je pense qu'on terminerait cette émission sans parler des terres. On va parler de ça, ne vous en faites pas. Je maîtrise le timing de mon émission. Oui, d'accord. Sur le contrôle, vous n'avez aucun espoir que les corps de contrôle feront le travail voyez-vous, avec la gestion de tous ces fonds dont on parle? Non mais, voyez-vous, on a parlé de près de 200 milliards emportés par Timis dans une opération avec des possibilités de royalties de plusieurs milliers de milliards sur les 35-40 ans qui vont suivre. Quel corps de contrôle s'est levé? Voyez-vous, un ministre de la République s'est permis de renvoyer des magistrats de la Cour des comptes sans que la Cour des comptes ne trouve grand-chose à redire. Vous l'avez vu. Mais il n'appartient pas à la justice aussi, aux magistrats de se faire respecter. Mais j'interpelle la justice justement. C'est pourquoi je dis que sans que la Cour des comptes ne trouve rien à redire. Et voyez-vous, quand j'ai l'impression qu'on a trouvé ici un système global où il n'y a plus d'Assemblée nationale, de magistrature, d'exécutif, où tout se meut dans un même magma, et où, quand on parle par exemple des terres qui sont en train d'être... Oui, je sais que ça vous brûle la langue. Non, les terres. C'est lié. Oui, les terres. Le littoral, le domaine public national. Littoral, oui. La destruction du littoral, on parle par exemple des cités qu'on va donner à des magistrats. Chaque fois qu'on coupe quelque chose dans ce pays, on dit on sert les magistrats. Vous pensez que ça, du point de vue de la déontologie et de l'éthique, ça leur permet après d'être indépendants vis-à-vis du système et de juger de ce qui se passe là? Vous pensez que c'est fait exprès pour les faire taire? Les terres. Non, mais je pense que tout le monde constate que la justice est extrêmement à fond dans notre pays. Quand il s'agit de juger les meurtriers, les meurtres qui sont passés à Tambacounda, oui, ils sont là. Mais quand il s'agit de se saisir des grandes questions de l'État, et ça c'est lié, c'est pas pour rien que quand un haut magistrat, on leur a prolongé leur date de retraite, et quand ils partent, on veut les traiter aussi, comme on est en train de vouloir traiter l'ancienne dame du Conseil économique, social et environnemental. Il n'y a qu'en Afrique où ça se passe. Le foncier même. Le littoral, le domaine public maritime, le domaine public national, on parle des terres de Ndingler, on en parle aussi à Thiès. Oui. Les maires ont été mis en cause disant qu'ils ont distribué des terres à gauche et à droite. Plus maintenant, la question du littoral, votre parti, la République des valeurs, y a travaillé et quel est l'aboutissement de... Le foncier, ça rejoint ce que j'avais dit au départ. Oui. Les risques majeurs identifiés pour le XXIe siècle, notamment pour les pays africains, il y a les terres arables. Et le risque d'accaparement par des puissances étrangères et des intérêts étrangers de nos terres arabes, avec la complicité bien sûr de nos États. Et si vous voyez ce qui est regrettable sur le foncier, il n'y a pas de plan d'aménagement national du territoire, il y a un plan de saccage national du territoire. Vous voyez, ce qui se passe, c'est le même modus operandi qui nous a privés de la foire, qui nous a privés de l'aéroport, qui est en train de nous priver des terres qu'on donne à des privés avec des titres fonciers sans justification. C'est le cas de Ndingler, où il y a la délibération du président du conseil rural qui affecte de Signan, mais c'est contestable même, ces questions, mais qui affecte 80 hectares de Ndingler, et avant que l'investissement, un titre foncier ou un bail, c'est quand même un bail ou une affectation de conseil rural, c'est quand même un titre relativement solide. Mais avant même qu'il y ait des exploitations qui puissent justifier autre chose, on voit le monsieur exhiber un titre foncier.
sur des terres sur lesquelles les cultivateurs sont en train de cultiver. C'est-à-dire oui, si vous parlez de sédiments, ils disent avoir respecté toute la procédure. Mais quelle de procédure? 2012 jusqu'à Attendez. 2019, ils ont fait tout le circuit. 2012 jusqu'à 2019, quelle est la nécessité? La loi doit interdire qu'on puisse donner à quelqu'un des titres fonciers sur 400 hectares sans qu'il y ait fait une transformation quelconque. Mais le plus grave, c'est que, je dis, les paysans de Ndengler, dans la commune voisine de Ndiaganyao, ont 80 hectares de leur terre ont été pris sans qu'il y ait eu une délibération quelconque du conseil. Vous êtes en train de dire que la commune de Signa a outrepassé sa prérogative. Ce que je suis en train de dire, il y a des terres de Djilakh. Oui. Et Ndengler, c'est dans la commune de Ndiaganyao. D'accord. Et Djilakh relève de Signa. Djilakh relève de Signa et Oui. le conseil d'administration s'était prononcé en 2012. Oui. Et en tout état de cause, moi je trouve Oui. qu'il n'y a aucune raison fondamentale de donner un titre foncier. Oui. Le bail est une sécurité suffisante pour exploiter 25 ans, 30 ans, 50 ans à un individu qui, après, peut aller sur cette base-là, faire venir des Américains ou autres. Comme son nom l'indique, ça peut, on peut reprendre aussi. Oui. Ça peut aller loin, oui. Et on lui donne un titre foncier, sans transformation, rien. Il peut faire venir des Américains ou autres, les installer ou leur même vendre le titre foncier ultérieurement. Mais sur Thiès. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à Sedima quand même, qui a participé à rendre le Sénégal autosuffisant dans le domaine de l'aviculture? Est-ce que Sedima n'est pas en mesure aussi de participer au développement de l'agriculture? Et qu'il le prouve en respectant les procédures et en agissant pas par pas, et à chaque fois qu'on juge qu'ils ont atteint le domaine sur Thiès. Sur Thiès, votre ville. Sur Thiès, il y avait des affectations de terrain à des citoyens qui n'ont pas mis en valeur. Une procédure est prévue pour désaffecter les terres pour pouvoir les réaffecter à d'autres. La procédure n'a pas été suivie du tout. Et la réaffectation concerne pour la plupart des personnes qui étaient dans le processus lui-même. On demande aujourd'hui à Thiès, aux gens, mais publiez-nous la liste des affectataires nouveaux. Vous voulez faire de la transparence, vous voulez utiliser, qu'on exploite cette sol-là, cette parcelle-là. Mais vous devriez suivre une procédure transparente et en appeler à tous les citoyens. Qui sont ces maires que vous mettez en cause? Les maires des communes d'arrondissement du parti Réumi d'ailleurs. Ils sont impliqués parce que ça ne peut pas se passer sans eux. Dirigé par Idrissa Seck, mais il y a aussi le maire de la ville, Talla Sylla. C'est tous qui sont responsables de cette situation, même si par ailleurs ils ont démenti essentiellement les informations. La mairie de Thiès-Ouest, la mairie de Thiès-Est, et de Thiès-Nord plutôt, et la mairie de ville. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que même les espaces verts sont en train d'être pris. Sur la commune de Diender, les paysans sont en train de cultiver. On parle d'autosuffisance, on parle de difficultés, vous parlez de sédiments. Bien, les paysans de Diender, qui sont des coopératives, qui sont des centaines de familles, cultivent les meilleures pommes de terre, les meilleurs oignons. J'ai visité Kermatar. On veut leur prendre 540 hectares, un individu. Vous avez vu, ça s'est terminé l'autre jour à la gendarmerie. Quand M. le Président de la République est arrivé en 2012, il a restitué, ce qui était assez drôle d'ailleurs, 2000 mètres carrés des terres de Dalmadi. Mais sitôt après, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de ce pays, il a donné la gare des pompiers au groupe marocain Adoua. Thierno Alassane Sall, est-ce que vous avez pu profiter du système, vous, en tant que ministre? Je n'ai jamais profité d'une seule parcelle de terre. Depuis 2007, je n'ai aucune parcelle de terre nulle part au Sénégal. Très bien. Tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis avant. Dernière chose, le ministre de l'Énergie que vous avez été, est-il favorable à la dénonciation du contrat entre Sénélec et Akili? Bon, si vous m'obligez à aller à la va-vite comme ça, je vais dire que le contrat doit être annulé. Et je dois dire que le président, qui est certainement au début et à la fin de l'affaire, parce que rien ne se passe à la Sénélec sans à réunir les partis pour des genres d'arrangements à la ArcelorMittal ou des arrangements comme Timis veut le faire sur l'affaire de Rufisque Offshore Profond. C'est-à-dire que chacun va y gagner un peu. Alors que quand les conditions de négociation du contrat sont réputées illégales, le contrat est réputé nul et de nul effet.
Et on saurait être d'accord qu'Akilé puisse y tirer quelconque subside pour avoir violé la loi. Il faut l'annuler. Purement, simplement. Et envisager même des poursuites. Ah oui, contre Oui. qui? Mais attendez, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller au fond, mais vous savez que Akilé était une société qui prétend avoir fourni des services de conseil à Sénélec, mais la loi interdit que quand vous fournissez des conseils dans un domaine, vous postulez. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. C'est les directives numéro 4 de l'UEMOA qui sont transcrites dans nos dispositions nationales. Il faut des poursuites judiciaires dans ce dossier. Premièrement. Deuxièmement, le Code des marchés publics impose à la Sénélec donc on ne peut pas dire que le président de la République s'enferme dans son bureau et dit aux gens de trouver des arrangements. Ce n'est pas possible. Merci. Thierno Alassane Sall, président de la République des valeurs. Vous étiez venu à l'émission. Les membres du CRD, nous sommes avec le CRD. Les recours qu'on a fait à la Cour suprême, ce n'est pas la République des valeurs, c'est le CRD. Très bien. Le jury du dimanche, iRadio ITV, c'était avec vous, Thierno Alassane Sall, Mahmoud Ibra Kane à la présentation. Merci à toute l'équipe technique, réseaux sociaux, Mamoudou Diagne et Biram Pouy, E-Media SN avec Pape Doudou Diallo à la photo, Aliou Diouf pour le texte. Il vous fera le plaisir donc de vous dresser le compte-rendu de cette émission. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.